cher ami. Merci surtout pour les 30 secondes que je vais essayer de respecter. Je tiens aussi à remercier nos amis du groupe Sanofi de nous faire l'amitié de parler de l'hypertension artérielle, mais surtout de la venue en Algérie d'un nouveau bébé, l'association que tu viens de citer, Farid Rebessatan, Amlodipine. Et quand on m'a demandé de parler de ce sujet, j'aurais dit pourquoi ne pas poser la question de savoir est-ce qu'il faut traiter les chiffres ou le risque. Vous me direz, le mieux est de faire les deux. Alors en hypertensiologie, vous savez, il y a de bonnes et de mauvaises nouvelles. Alors à chaque fois qu'on pose la question de savoir, vous voulez commencer par les bonnes ou les mauvaises, les gens veulent évacuer les mauvaises. Alors je vais commencer par les bonnes. Les bonnes, c'est que de par le monde, il y a de plus en plus de patients hypertendus qui sont à l'objectif. Et ça, c'est une bonne chose. Donc les pourcentages d'atteinte de la cible tensionnelle dans le monde sont en train d'augmenter. Sauf que, en valeur absolue, ça n'augmente pas. Cela veut dire, pour ceux qui sont férus de mathématiques, tout simplement, que nous avons beau faire des efforts, nous médecins, le nombre de nouveaux hypertendus est tellement grand que le tsunami nous emporte. Donc ça, c'est la première mauvaise nouvelle. La deuxième mauvaise nouvelle, si vous voyez les petits points verdâtres là, ce sont ceux de notre région, du MENA, de l'Afrique du Nord et de l'Algérie. Donc, et cela se résume tout simplement en une phrase. Notre pression artérielle moyenne, à nous, ici présents, est bien plus élevée que celle de nos parents et elle sera nettement moins élevée que celle de nos enfants et de nos petits-enfants. Voilà. Donc ça, c'est un drame, une phrase toute simple qui signifie à quel point nous allons droit devant le mur. Ça veut dire que d'une génération à l'autre, le niveau de pression artérielle est en train d'augmenter. Et cela veut dire, vous avez compris, que la réponse à ce problème n'est pas strictement, stricto sensu, médicamenteuse. Elle relève aussi des autorités qui ont à charge la santé du peuple, des associations. Elle relève du civisme et de la citoyenneté, pas simplement des médicaments. L'autre grande mauvaise nouvelle, c'est le résultat de cette revue. Une revue qui a passé en screening toutes les recommandations il y a quelque temps, en septembre 2016, et on y apprend une chose qui fait mal, c'est que nous n'arriverons jamais à nous entendre. Je ne parle pas de nous, hein. Je parle du monde des experts qui, même si on a contribué, des experts qui rédigent les recommandations qui sont censées impacter notre pratique et améliorer notre pratique. Nous n'arriverons jamais à nous entendre, quel que soit le sujet. Alors en hypertensiologie, je ne vous dis pas, il y a des télescopages et il y a des recommandations qui disent tout le contraire d'autres recommandations. Et donc le but du jeu de mon intervention est de dire comment passer outre ces discordances et faire en sorte qu'on puisse améliorer le sort de nos patients. Alors il y a des choses sur lesquelles tout le monde s'entend. C'est que, l'hypertension artérielle, c'est notre pain quotidien. C'est la première cause de tout, de l'activité médicale. Beaucoup de médecins chômeraient s'il n'y avait pas de l'hypertension artérielle. C'est la première cause d'activité médicale de base, des urgences, mais c'est aussi malheureusement la première cause de décès cardiovasculaire, puisque à elle seule, elle revendique l'hypertension artérielle plus de décès que les 3 autres principaux facteurs de risque cardiovasculaire, le cholestérol, le diabète et l'obésité. C'est vous dire ses capacités de nuisance. Un autre point sur lequel tout le monde s'entend, ce sont les objectifs à atteindre. Bon, ça, tout le monde, très simplifié, moins de 140-90 mm de mercure pour le commun des mortels, en dehors de certaines spécificités, sujets âgés, néphropathie, etc. Donc on a beau simplifier, vous allez voir, ça ne marche pas toujours. Eh bien, certains ne sont pas d'accord pour remettre d'une année à l'autre la question sur le devant de la scène. Est-ce qu'on ne peut pas aller plus bas que bas? Est-ce qu'on ne pourrait pas descendre? Est-ce qu'on ne pourrait pas apporter un plus en faisant baisser la pression artérielle? Plus bas que le seuil que je viens de vous citer. C'était l'objectif de l'étude SPRINT, qui est la dernière des études, entre guillemets, gouvernementales. Donc ce sont les États-Unis, ce ne sont pas les laboratoires,
qui sont derrière cette étude qui a posé une question toute simple. Est-ce qu'en descendant à moins de 120 mm de mercure pour la systolique, est-ce qu'on ne pourrait pas glaner, récolter un petit peu plus de bénéfices? Apparemment, si, puisque à la clé, on a réduit des décès, des AVC, de l'infarctus du myocarde et d'autres événements cardiovasculaires qui rentrent dans le cadre d'un critère de jugement assez dur. Donc faire baisser plus bas que 120, du moins pour la systolique, permet d'engranger du bénéfice. Et voilà les résultats sur le plan tensionnel. Vous voyez que pour atteindre 120 mm ici, il fallait en moyenne 3 médicaments. Par contre, pour atteindre le 134 mm de mercure, il fallait en moyenne 2 médicaments. Sauf que, parce qu'il y a toujours un sauf que quand il y a du bénéfice et du bonheur, c'est que la façon de faire dans cette étude n'est pas originale, ce n'est pas celle que vous faites ni que je fais au quotidien. Pour mesurer la pression artérielle, merci de m'aveugler, pour mesurer la pression artérielle, le médecin donc rentre avec le malade, il lui place le brassard autour du bras, il enclenche le tensiomètre et puis il lui dit bye bye. Et il sort, il quitte le patient en le laissant avec un superbe tensiomètre, la Rolls-Royce des tensiomètres, qui est un Omron 907 XL, qui est programmé pour faire des mesures auto-répétées à 2-3 minutes d'intervalle. Personne ne fait ça. Et aucune étude en matière d'hypertension artérielle n'a usité cette façon de faire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez laissé le patient tout seul avec son tensiomètre. Et vous pensez bien que si vous atteignez après moins de 120 mm, ça ne reflète pas la réalité. Parce que 120 mm, cela veut dire que c'est plutôt 125, c'est plutôt 130. Quand on y ajoute la cote-part qui revient à l'hypertension artérielle blouse blanche, à votre présence, à la présence de l'infirmière ou de l'infirmier. Il n'en reste pas moins qu'il y a des enseignements à tirer de cette étude. C'est quoi ces enseignements? C'est que quand on traite des sujets à haut risque cardiovasculaire, parce qu'il s'agissait de sujets à haut risque cardiovasculaire qui ont été victimes d'un événement cardiovasculaire ou qui avaient une néphropathie ou qui avaient un score de plus de 20% selon Framingham, quand on les traite de façon intensive, on les sélectionne, en les sélectionnant, donc tout est une question de sélection, on arrive à des résultats assez probants. Voilà ceux qui n'ont pas été recrutés dans cette étude. Pas de diabète, pas d'AVC. Donc pas d'AVC, pas de ce que tu viens de nous dire, et tu sais pourquoi, ami, et pas de diabète et pas de maladie polykystique rénale ni de protéinurie. Pourquoi ça a marché dans Sprint et ça n'a pas marché dans Accord? Accord, c'était des diabétiques. Par contre, vous voyez que c'est le même profil, exactement le même profil tensionnel. Eh bien, d'abord, vous me direz parce que c'était des diabétiques. C'était la raison pour laquelle les diabétiques n'ont pas été recrutés, n'ont pas été inclus dans cette étude. En fait, il faut revenir à un petit peu plus de détails qui ne sont pas toujours, j'allais dire, médiatisés. Qu'est-ce qu'on a fait exactement pour les malades de Sprint et qu'est-ce qu'on a fait exactement pour ceux de Accord? Pour Sprint, eh ben, on a utilisé un trio. C'est comme maintenant ces derniers jours, Champions League, etc. Donc, qu'est-ce qu'on aligne comme attaquant? Qu'est-ce que vous avez? Tout est dans les attaquants. Qu'est-ce que vous alignez? C'est pour ça que j'ai mis, est-ce que vous alignez plutôt Messi, Neymar et Suarez, le MNS, ou plutôt Benzema? Pardon? Non, Ronaldo et Benzema, donc, et puis, ou bien c'est Bale, Benzema et Ronaldo. Donc ça fait BBR versus MNS. En fait, cela veut dire la chose suivante. Dans le sprint, on a aligné un bloqueur du système rénine-angiotensine, ARA2 ou IEC, avec un diurétique ou un bloqueur des canaux calciques, et puis après, il fallait compléter le trio. Ce n'est pas comme ça que ça s'est fait dans Accord. Dans Accord, dans le trio d'attaque, il y avait un bêta-bloqueur d'emblée, et c'est ça, entre autres, ce qui fait la différence en matière de résultats. Cela revient en fait à se poser la question de savoir, quand on atteint la cible tensionnelle, est-ce qu'on a toujours du bénéfice? Et si on ne l'atteint pas, est-ce que le bénéfice est toujours absent? Eh bien, ce n'est pas aussi simple. Ce n'est pas aussi simple. Voilà une plaque qui date de 2009, mais qui a un impact pédagogique extraordinaire. Il y a plusieurs couleurs, du vert, du jaune, du rouge et de l'orange.
Le jaune, c'est tout simple, c'est le potentiel antihypertenseur. C'est l'excursion, la diminution de la pression systolique. Le vert, comme son nom l'indique, la belle couleur, c'est du bénéfice. Le rouge, comme sa couleur l'indique, l'absence de bénéfice. Et le milieu du guet, ni bénéfice, ni nuisance, c'est l'orange. Et vous voyez qu'il arrive qu'on obtienne, comme ici, par exemple, voilà, l'objectif tensionnel, on atteint l'objectif tensionnel sans pour autant avoir du bénéfice, on a du rouge. Et il arrive là qu'on n'atteigne pas l'objectif tensionnel et on a du bénéfice. Et donc ça pose un problème parce que c'est tout le contraire de ce que nous disent les recommandations. Les recommandations nous disent objectif tensionnel, point. Ils ne nous racontent pas d'autres. Et donc se pose alors la question de savoir est-ce qu'il faut à tout prix faire baisser la pression artérielle. C'est ce que prend le commun des mortels, c'est ce que j'imagine vous prenez, c'est ce que je prends aussi, par quelque moyen que ce soit, y compris par la magie noire. D'autres vous disent non, attention, il vaut mieux choisir les médicaments. Il y a des médicaments qui, au-delà de leur potentiel antihypertenseur, ont un bénéfice. Ce qu'on appelle les effets pléiotropes, même si certains n'aiment pas trop les effets pléiotropes. Regardez, voilà l'état des lieux en 2016. Le bénéfice d'une réduction de 10 mm de mercure, vous voyez, il est superbe. On a de belles choses, surtout sur le cœur, le cerveau, les coronaires, l'insuffisance cardiaque et la mortalité. Rien qu'en faisant baisser de 10 mm. C'est ce que nous apprend la toute dernière méta-analyse qui a y compris l'étude SPRINT que je viens de vous citer. Mais à y regarder de très près, je ne vais pas rentrer dans ces détails, vous voyez que la réduction de la pression artérielle n'est pas impactée du même bénéfice partout. Alors là où ça marche, c'est sur le cerveau, sur le cœur, l'insuffisance cardiaque. Mais là où ça marche moins bien, c'est sur le rein. On n'arrive pas à protéger cet organe noble, et encore moins sa fonction. Et puis, il y a un intrus qui rentre, qui n'était pas attendu. Quand on fait baisser la pression artérielle, quand on traite un hypertendu, eh bien, il y a quelque chose qui apparaît, qui n'existait pas à l'entrée, du diabète, de nouveaux cas de diabétique. Donc, l'hypertension artérielle est diabétogène, ça on le sait. Elle fait partie des facteurs de dépistage du diabète. Mais ce qu'on ne savait pas et qu'on apprend récemment, c'est qu'une augmentation de 20 mm de mercure augmente le risque de devenir diabétique de 58%. Donc ne soyez pas, mesdames et messieurs, responsables de la conversion diabétogène de vos malades hypertendus. Parce que beaucoup d'hypertendus qui n'étaient pas diabétiques quand ils vous ont connu vont devenir diabétiques malheureusement grâce à vous. Eh bien oui, si vous ne les équilibrez pas et surtout si vous ne leur donnez pas les médications qu'il faut s'ils ont une prédisposition pour être diabétiques. Quelqu'un qui a un syndrome métabolique, ne le traitez surtout pas avec le duo diurétique et bêta-bloqueur. Vous le poussez avec les deux mains, voire même les pieds. Je ne sais pas comment vous faites cette acrobatie, mais certains y arrivent en poussant avec les mains et les pieds les hypertendus vers le diabète. Donc il faut faire attention. Puis il y a la microalbuminurie. La microalbuminurie est fréquente chez les hypertendus et elle est fréquemment associée à d'autres atteintes d'organes cibles. Une question qui n'a jamais pratiquement été posée, j'imagine que c'est la première fois que vous allez l'entendre. Est-ce que l'atteinte d'un organe cible chez un hypertendu, c'est-à-dire le fait d'avoir de la microalbuminurie, de l'albuminurie, mon ami Farid n'aime plus qu'on parle de microalbuminurie. Allez, albuminurie A1, A2, A3, disons. Tu es content, Farid? Merci beaucoup. Donc, albuminurie, est-ce que si vous avez une HVG, est-ce que vous avez plus de risque de devenir diabétique? Vous me direz, mais quelle question? Eh bien si, belle question, parce qu'on s'est aperçu que ce sont ces gens-là, ces patients-là qui deviennent diabétiques. Les patients qui ont une atteinte d'un organe cible, ce sont ceux-là qui sont prédisposés beaucoup plus que les autres à devenir diabétiques. Donc, j'ai innové un nouvel organe cible de l'HTA dont on n'a jamais parlé, personne ne m'en a parlé d'ailleurs. Bon, j'ai décidé d'en parler et vous me direz que c'est le pancréas. Le pancréas est, à mes yeux, le nouvel organe cible de l'HTA. Si on réfléchit comme ça, eh ben, il y aura moins de diabétiques, d'hypertendus qui deviennent diabétiques. Les atteintes d'organes cibles sont fréquentes. Voilà le résultat de l'étude ETNA dans le pays du Maghreb. Plus de 50% de nos hypertendus ont une atteinte d'un organe cible. La plus importante, c'est bien sûr l'HVG, vous l'avez compris. Le VG augmente, il devient plus lourd avec l'augmentation de la pression artérielle. Ça commence au stade de pré-hypertension, je vais un petit peu vite pour être dans les temps. C'est directement corrélé au niveau de la pression artérielle. Plus le niveau de pression artérielle est élevé et plus vous avez le risque d'avoir une HVG.
Et puis, c'est ça ce qui est dramatique par contre, lorsque vous avez des hypertendus que vous traitez, malheureusement, vous ne faites pas toujours régresser l'HVG et plus grave, sous traitement, il y a de nouvelles HVG qui apparaissent. Vous me direz, mais c'est de la folie, ben c'est ça. Et puis on s'applaudit, on dit, tiens, j'ai atteint la cible tensionnelle. Quelle cible tensionnelle? On a échoué. Quand on a atteint la cible tensionnelle, alors que sous traitement, une HVG est apparue, ça s'appelle un échec thérapeutique. Même si les recommandations vous demandent de vous mettre en face d'une glace et de vous applaudir et de vous faire des boussettes. Autre preuve, encore plus grave. Alors que vous avez contrôlé l'hypertension artérielle, ici 87%, vous ne faites régresser dans cette cohorte que 14% des HVG. Et là où ça marche le moins bien, vous voyez ici, ce sont deux catégories particulièrement de patients, les femmes et les sujets obèses. Quand on est femme, quand on a une surcharge pondérale, on répond moins bien à un protocole thérapeutique visant à réduire les HVG. Une seule équipe de par le monde s'est posé la question de savoir, bon d'accord, on va voir. Si ça ne régresse pas, qu'est-ce que ça fait? Ils ont fait un protocole tout simple pour évaluer l'impact de la non-régression de l'HVG. La non-régression de l'HVG chez un hypertendu sous traitement vous expose à plus d'AVC, plus d'infarctus et plus de décès. Et donc vous voyez que c'est, tel que je la présente, est bien plus important que l'atteinte de la cible tensionnelle. Et nous avons les moyens de faire réduire. Voilà la classification, voilà le podium des médicaments qui font régresser l'HVG beaucoup plus que d'autres, et qui dit régresser l'HVG, régresser le risque de mort subite, de dispersion de QT et aussi de fibrillation auriculaire. La fibrillation auriculaire, on n'en parle pas chez l'hypertendu, mais c'est un drame, elle est très fréquente. Par contre, on peut la prévenir. On la prévient en bloquant tout particulièrement le système rénine-angiotensine, en y ajoutant quelquefois autre chose. Quels sont les facteurs prédictifs de la survenue d'une fibrillation chez un hypertendu? L'HVG, plus le VG est lourd et plus il risque de fibriller. Et puis, bien sûr, la taille de l'oreillette gauche. Et tiens, ça c'est nouveau, on ne le savait pas. L'altération de la fonction rénale. Ça c'est nouveau. On ne le savait pas avant. Donc, vous voyez que le cerveau, notre ami, vient de nous en parler. Il va nous en parler encore. Donc, je vais réduire mon temps de parole pour ne pas trop... beaucoup de lésions silencieuses chez l'hypertendu au niveau cérébral. Des lésions de la substance blanche, des micro-infarcts, des hémorragies, qui vous exposent à quoi? Aux AVC. Ça fait le lit des AVC et ça fait le lit aussi des démences. C'est comme ça qu'on augmente son risque de faire un AVC et des démences. Et par contre, bonne nouvelle, quand vous contrôlez de façon pertinente vos patients sur le plan tensionnel, les lésions progressent moins vite que lorsque les sujets ne sont pas contrôlés ou lorsqu'ils ne sont pas traités. Qu'est-ce qui fait le plus de bien à notre cerveau? À notre cœur d'abord et à notre cerveau. Alors, sur le plan cardiaque, c'est à gauche, vous voyez, toutes les classes thérapeutiques sont pratiquement sur la même ligne de départ. Faire baisser avec n'importe quelle classe, la pression artérielle bien sûr, avec n'importe quelle classe antihypertensive, fait du bien au cœur. Par contre, pour le cerveau, non. Les arrivées sont différées. Les premiers arrivés, ce sont les ARA2 et les bloqueurs des canaux calciques, comme vous le voyez ici. Donc, toutes les classes sont bonnes, mais sur le cerveau, il y a deux classes qui sont beaucoup plus protectrices que d'autres. Bon, il n'en reste pas moins que la molécule idéale, comme tout idéal, n'existe pas. On en rêve. Par contre, pour se rapprocher de l'idéal, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut multiplier les molécules. Le fait de donner deux bonnes molécules vous permet de vous rapprocher de l'idéal à condition qu'il y ait une synergie, une bonne tolérance et de l'observance, etc. C'est ce que nous montrent les preuves avec la nouvelle molécule combinée de nos amis de Sanofi, qui fait que lorsque vous partez d'une monothérapie que vous avez échoué, soit d'irbesartan, soit d'amlodipine, vous les associez, vous augmentez la chance d'atteindre la cible tensionnelle avec une belle excursion de la systolique et de la diastolique, mais surtout avec un grand pourcentage de patients qui sont à l'objectif, sans pour autant augmenter les effets secondaires, parce qu'on sait que lorsqu'on fait une belle association, chaque molécule tamponne les effets secondaires de l'autre. Et pourquoi ces deux molécules se distinguent quand elles sont associées? D'abord parce que le ribesartan, vous savez, a un potentiel anti-inflammatoire que d'autres ARA2 n'ont pas,
Et ici, on a un impact sur la CRP ultrasensible, l'interleukine 6, etc. et d'autres marqueurs, la métalloprotéase. Et enfin, l'amlodipine aussi, elle vient avec beaucoup de choses dans ses bagages. Une inhibition de la prolifération cellulaire et un potentiel antioxydant. Le tout visant à améliorer la fonction endothéliale, parce qu'on sait que c'est la fonction endothéliale qui, lorsqu'elle est altérée, fait le lit de toutes les complications. Et puis récemment, on a découvert un petit appareil qui permet de mesurer le glycocalyx. Et le glycocalyx, même si c'est un nom barbare, c'est cette partie chevelue de l'endothélium qui confère à l'endothélium ces potentiels d'échange. C'est elle qui régule les échanges. Et lorsqu'elle est trop grande, ça ne marche pas, elle laisse passer n'importe qui. Et laisser passer n'importe qui, vous pensez bien, vous avez des intrus qui vous font beaucoup de mal. C'est aperçu que sa réduction est assurée par 2 classes, les ARA2, surprise, et les bloqueurs des canaux calciques. Donc, vous avez vu, au terme de mon laïus, tu vois que j'ai fait 30 secondes, Farid, qu'on ne traite pas des chiffres, ou plutôt on ne traite pas que des chiffres. On veut aussi viser les organes. Et si vous voulez faire tomber ce monstre-là, il faut viser les organes cibles. Et je vous remercie.